constitue une équipe assez forte dans ce domaine pour pouvoir accompagner à la fois, bien sûr, les collectivités territoriales qui sont nos premiers clients, mais aussi nos acteurs industriels ou nos clients opérateurs, aménageurs et évidemment aussi les régulateurs. Donc, je donne la parole à Florence qui va animer et je vous souhaite un très bon webinar. Au plaisir de vous retrouver dans d'autres sessions. Bonne matinée. Bonjour à tous, je suis ravie d'animer et d'intervenir pour ce webinar. Donc merci à nos intervenants pour cette participation. Pardon. Donc je ne vais pas revenir sur les présentations puisque Stéphane Lelux donc, a présenté nos différents intervenants. Donc par rapport à notre agenda pour ce matin, donc je vais garder la parole pour parler donc des réseaux professionnels de nouvelle génération pour collectivités et entreprises. Je céderai ensuite donc la parole à Isabelle Pampliega donc pour Nokia qui nous présentera l'évolution des usages métiers et l'évolution de l'écosystème pour y répondre. Ensuite, Grégoire Delacroix pour HubOne donc prendra la parole pour nous livrer un retour d'expérience sur le déploiement en cours d'un réseau 4G privatif sur les emprises aéroportuaires. Ensuite, Pascal Béglin pour Streamwide nous exposera des outils de communication capables de coordonner les équipes en mobilité. Et je terminerai enfin les interventions pour mettre en évidence des facteurs clés que Tactis a identifiés pour la mise en œuvre d'un projet de réseau professionnel et, in fine, la réussite de la transformation numérique d'une entreprise ou d'une collectivité. Et nous aurons enfin quelques minutes pour prendre des questions et tenter d'y répondre. Donc, je vous invite bien entendu à adresser toutes vos questions via le chat et nous pourrons les prendre en fin de webinar. Je me permets également de vous inviter à couper vos micros si ce n'est déjà fait pour veiller à ce que ce webinar se passe dans les meilleures conditions. Donc, quelques éléments d'introduction sur les réseaux professionnels, les réseaux mobiles professionnels, donc de nouvelle génération, capables de dynamiser les collectivités et les entreprises. Donc, un rapide retour en arrière sur l'évolution des technologies, d'une part d'infrastructures fixes vers le mobile et d'autre part du bas débit vers le haut débit. On connaît en effet de longue date au sein des entreprises et des collectivités des réseaux qu'on appelle PMR pour réseau mobile professionnel, par exemple selon la technologie TETRA ou DMR, donc pour adresser des besoins métiers avec des communications limitées de manière historique à la voix et au transfert de messages courts, puisque des technologies de type TETRA ou DMR sont, vous le savez, des technologies à bas débit. Certains acteurs ont également eu recours, de longue date, à la technologie Wi-Fi pour répondre à des besoins à haut débit. Donc, soit la technologie Wi-Fi que nous connaissons pour des usages de type grand public, soit la technologie Wi-Fi durcie pour répondre davantage à des usages professionnels. Alors, la technologie Wi-Fi est adaptée pour un certain nombre de cas d'usage, mais présente toutefois des limitations en termes, par exemple, de mobilité, en termes également d'absence de garantie de protection contre les interférences, et bien qui font que cette technologie a été choisie, donc choisie par défaut historiquement, ne répond pas pleinement
à certains cas d'usage métier, notamment à des usages avec une composante de sûreté ou de sécurité. La technologie Wi-Fi utilise des bandes libres et donc, de fait, ne présente pas une protection contre les interférences optimales. Donc aujourd'hui, il existe des technologies donc de type 4G, demain de type 5G, capables d'adresser au mieux des usages de type professionnel, qui ont donc une possibilité, de développer des usages, métiers, des usages de données, des usages vidéo, puisque ces technologies 4G et 5G, eh bien, correspondent à des technologies à haut débit mobile. Alors pourquoi ces technologies 4G et 5G? Eh bien, pour adresser des besoins donc de type digitalisation des processus métiers. On parle également de maintenance prédictive, de maintenance préventive, évidemment de la transmission de flux vidéo, donc avec une composante, temps réel, à des fins de réalité augmentée ou pour de la vidéosurveillance, par exemple, dans les collectivités. On parle également de plus en plus des usages liés au transport et notamment le développement de navettes autonomes, donc avec une composante de pilotage à distance qui nécessite, le recours à des technologies à haut débit mobile. Et enfin, on observe une croissance des flux liés à l'internet des objets, à la fois au niveau des entreprises et au niveau des collectivités. Alors, une autre question qui mérite d'être posée: pourquoi mettre en œuvre un réseau, professionnel, en plus des réseaux, d'envergure nationale opérés par les opérateurs grand public? Eh bien, en effet, certains opérateurs, grand public adressent, d'ores et déjà des usages métiers, des usages professionnels, mais ces réseaux grand public n'ont pas vocation, à répondre à tous les cas d'usage métiers. Alors plusieurs motifs par rapport à ça. Les réseaux grand public offrent, une couverture, étendue, mais qui n'inclut pas, de manière systématique, des zones de type, indoor profond, donc des zones techniques, par exemple, ou des zones métalliques, des environnements métalliques qui souffrent, enfin qui ne sont pas forcément qui ne sont pas couverts, en tout cas, de manière innée par, les réseaux grand public. On constate également qu'un certain nombre d'entreprises et de collectivités font le choix donc de déployer un réseau privatif, un réseau, professionnel, bah, parce qu'ils ont un droit, enfin ils veulent, hein, ils ont besoin d'avoir un droit de regard sur l'infrastructure. Ils ont besoin de maîtriser l'infrastructure, et ceci avec parfois des enjeux liés à la cybersécurité, des enjeux liés à la souveraineté des infrastructures. On peut également, citer des performances, exigées par un certain nombre d'acteurs professionnels, en termes donc de performances techniques, qui appellent la mise en œuvre donc de réseaux dédiés, de réseaux sur mesure. Donc voilà un certain nombre de motifs, qui imposent la mise en œuvre donc de réseaux, professionnels, en complément des réseaux grand public que nous connaissons. Donc pour, pour pouvoir mettre en œuvre un réseau mobile professionnel à haut débit, eh bien il faut, un prérequis, c'est d'avoir accès à des fréquences radio, donc capables, de supporter un réseau mobile professionnel. Alors, jusqu'à récemment, les fréquences mobiles étaient donc les fréquences mobiles qui sont attribuées par l'Arcep, par le régulateur des télécoms, étaient systématiquement attribuées aux opérateurs mobiles grand public, donc Bouygues Télécom, Free Mobile, Orange et SFR. L'enjeu, le besoin de réseaux de fréquences mobiles pour des acteurs autres que les opérateurs grand public, eh bien, est arrivé il y a quelques années et 2015, marque en France
une date importante, puisque c'est à partir de cette date, donc de 2015, que le gouvernement a identifié des fréquences pour des réseaux professionnels à haut débit. Alors cette tendance a été portée initialement par le ministère de l'Intérieur qui avait identifié donc à cette période un besoin d'accès à des fréquences mobiles pour contribuer donc à la mise en œuvre du réseau régalien du futur. Et donc le gouvernement a fait le choix d'affecter une plage de 2 fois 8 mégahertz au ministère de l'Intérieur pour des usages donc de type protection publique et sécurité. Donc vous voyez en fait sur cette planche, d'une part les fréquences, donc dans la bande 700 qui sont attribuées aux 4 opérateurs grand public et d'autre part, en bleu clair, les blocs de fréquences qui sont affectés au ministère de l'Intérieur. Et hem et en plus de cette affectation au ministère de l'Intérieur, eh bien, le gouvernement a ouvert la possibilité pour l'Arcep, donc pour le régulateur, d'attribuer des autorisations, donc dans ces mêmes bandes de fréquences, à des acteurs professionnels, à des opérateurs d'importance vitale, avec des conditions, à définir, donc pour utiliser également cette bande de fréquences. Donc il s'agit pour, des acteurs professionnels, donc d'avoir accès à des fréquences, donc dans cette bande 700, pour mettre en œuvre des réseaux à haut débit mobile, donc à la suite d'une autorisation d'usage de fréquences attribuée par l'Arcep, après donc dérogation du ministère de l'Intérieur. Et bien sûr, l'accès à cette bande 700 eh bien, donne l'opportunité d'accéder également à tout l'écosystème associé en termes d'équipements de réseau et en termes de terminaux. Donc 4 ans après, l'Arcep a identifié de nouvelles fréquences pour des réseaux professionnels à très haut débit. Donc cette fois-ci, sans devoir passer par le ministère de l'Intérieur. Donc l'Arcep a identifié des fréquences dans la bande des 2,6 gigahertz, pour la mise en œuvre par des acteurs professionnels ou collectivités, donc de réseaux mobiles, sur mesure, de réseaux mobiles professionnels. Donc, comme dans la bande 700, à côté des fréquences attribuées précédemment aux opérateurs grand public, eh bien, les acteurs professionnels ont accès, peuvent faire la demande auprès de l'Arcep pour utiliser des fréquences dans la sous-bande qui va donc des 2575 à 2615 MHz qui apparaît sur cette planche. Donc vous pouvez avoir accès à partir du site internet de l'Arcep, des formulaires appropriés pour exprimer une demande de fréquence dans cette bande. Donc il s'agit de demandes de fréquence sur des zones localisées, par exemple à l'échelle d'une collectivité ou sur sur un site industriel ou sur un aéroport. Hub1 par exemple nous parlera, tout à l'heure des fréquences qui sont utilisées dans cette bande, donc pour la mise en œuvre sur les emprises aéroportuaires, franciliennes à ce stade. Donc c'était, l'ouverture de ce guichet, 2,6 gigahertz par l'Arcep, constitue une étape importante puisque, c'est une décision inédite de l'Arcep d'ouvrir une bande de fréquences mobile à des acteurs autres que les opérateurs grand public. Donc on parle souvent on lit très souvent dans la presse l'exemple de l'Allemagne qui a fait le choix, de dédier des fréquences dans la bande étiquetée 5G, dans la bande des 3,5 gigahertz à des acteurs professionnels. Et bien finalement, l'Arcep avait fait un choix en amont d'identifier des fréquences pour spécifiquement la mise en œuvre de réseaux professionnels. Donc aujourd'hui, dans cette bande des 2,6 gigahertz, l'écosystème est orienté 4G, mais il a bien sûr vocation à évoluer vers la 5G,
comme c'est le cas de l'ensemble des fréquences mobiles. Et donc, les réseaux professionnels qui sont déployés d'ores et déjà en technologie 4G pourront évoluer dans le futur, une fois que l'écosystème sera disponible, vers la 5G. Et enfin, par rapport à la bande des 3,5 GHz, donc cette bande a été attribuée récemment, en 2020, donc par l'Arcep aux opérateurs grand public, donc aux 4 opérateurs. Et chacun de ces 4 opérateurs a une obligation dans l'autorisation qui porte sur la mise à disposition, donc à l'échelle locale, des fréquences dont l'opérateur est attributaire dans cette bande pour des usages au bénéfice des acteurs verticaux. Donc, par exemple, un acteur vertical qui souhaiterait bénéficier des performances apportées par la technologie 5G dans cette bande de fréquences donc autour des 3,5 GHz, eh bien, peut solliciter un opérateur, donc l'opérateur peut proposer une offre capable de répondre spécifiquement aux besoins de l'acteur vertical, ou bien l'opérateur peut également envisager de mettre à disposition, donc à l'échelle locale, une partie de ces fréquences pour un usage directement par l'acteur vertical, donc que ce soit une collectivité ou un acteur industriel, un acteur professionnel privé. Et enfin, donc avant de laisser la parole donc à nos 3 intervenants, eh bien, je souhaite insister sur le contexte favorable par rapport au fait que toutes les pièces sont maintenant réunies pour envisager donc la mise en œuvre de réseaux professionnels à haut débit mobile. Donc, bien sûr, un nombre croissant d'organisations identifient donc la mise en œuvre de réseaux mobiles professionnels donc comme clé de voûte de la transformation numérique. C'est un sujet qui est déjà pris en main par un certain nombre d'acteurs industriels, et c'est un sujet également qui émerge largement au niveau des collectivités. Donc, comme je l'ai expliqué, les opérateurs mobiles grand public n'ont pas vocation à adresser tous les besoins, tous les environnements métiers. Et enfin, l'écosystème est là, 4G, 5G, IoT, l'écosystème en termes de cœur de réseau, en termes d'accès radio, en termes d'applicatifs et terminaux également. Et donc, nos différents intervenants seront là pour nous mettre en évidence cette disponibilité de l'écosystème. On parle de technologies éprouvées parce qu'on parle de 4G, on parle de technologie LoRa également pour adresser des usages de type IoT. Donc, la technologie est là et elle est fiable. Et enfin, les bandes de fréquences qui constituent le pétrole des opérateurs et exploitants. Les bandes de fréquences sont là. Donc, les bandes 2,6 GHz, 700 mégas et 3 giga 5 via des mises à disposition ou via les futurs réseaux 5G que les opérateurs grand public s'apprêtent à déployer. Donc, sans attendre, eh bien, je laisse la parole à Isabelle Pampliega de Nokia pour vous parler des usages métiers et de leur évolution vers le haut débit mobile. Bonjour à tous, Isabelle Pampliera, je suis chez Nokia, je travaille dans les secteurs entreprises. Nokia est très connu, entreprise un peu moins. Nous adressons des clients qui sont dans le monde de l'industrie, dans les secteurs publics en général. Cela représente aujourd'hui plus d'1 milliard, 1,4 milliard de chiffre d'affaires, donc c'est quelque chose qui est important pour nous. Nous avons plus de 1300 clients, donc c'est quelque chose qu'on fait déjà depuis plus de 10 ans
initialement sur des réseaux IP, optiques, l'accès fixe et aussi sur les accès mobiles, les services et enfin aussi sur des plateformes software pour l'optimisation des performances des réseaux. Merci Tactis pour m'inviter aussi à partager sur les réseaux professionnels mobiles. C'est quelque chose qui a un grand engouement dernièrement pour plein des bonnes raisons en France et aussi par ailleurs. Je vous propose, je vais faire quelques notes par rapport à ce qui est l'écosystème, ce qu'on voit. Les réseaux professionnels mobiles, c'est un ensemble d'acteurs. Je pense que les constructeurs comme Nokia sont très importants. On entendra parler Stringwide et d'autres grands one. Mais il y a aussi intégrateurs, des terminaux, des usages qui font qu'il y a tout un ensemble qui est nécessaire pour aujourd'hui pouvoir apporter tous les bénéfices de ces technologies. Ensuite, quelques exemples en France, en plus des aéroports. C'est une réalité aujourd'hui, les réseaux professionnels. C'est une technologie qui est utilisable, mature aujourd'hui, mais avec un grand potentiel d'évolution. Avant même d'arriver à la 5G ouvrira des nouvelles portes, mais dès aujourd'hui, utilisable, qui peut apporter beaucoup d'améliorations à des réseaux aujourd'hui et le monde de l'entreprise même en général pour l'évolution des process, des métiers et des nouveaux modèles économiques. Et puis enfin, quelques exemples aussi dans le reste du monde, parce que la France est très active. Elle a été, je pense, à la pointe dans les premiers à dédier des fréquences bien avant l'Allemagne, qui a suivi. Il y en a d'autres qui se sont lancés dans cette démarche. Et puis, on voit aussi des exemples d'autres systèmes avec des opérateurs qui arrivent quand même avec des moyens à privilégier en service pour l'entreprise pour pouvoir avoir la qualité, la sécurité, toutes ces choses qui sont aujourd'hui demandées et qui ont suivi peut-être par rapport au monde du grand public qui s'est habitué à voir non seulement la voix, mais tous ces autres services et qui ont donné beaucoup d'idées pour le monde de l'entreprise et les secteurs publics en général. Alors, ce qui a déclenché l'évolution vers les réseaux privés professionnels mobiles, il y a eu, je pense, d'un côté, une grande demande. Alors, on est tous habitués à utiliser nos mobiles, nos smartphones dans notre vie personnelle. On a des réseaux aujourd'hui un peu obsolètes, voire très obsolètes, qui viennent du monde du Tétra, qui étaient encore basés, comme expliquait Florence, dans la voix, le texte. C'est quelque chose qui est aujourd'hui très, très dépassé. Des réseaux qui, par ailleurs, pour les entreprises, de demander des besoins très particuliers parce que vous ne voulez pas partager les trafics avec le réseau grand public, parce que des besoins de sécurité, qualité des services, des choses qui aujourd'hui n'étaient pas entièrement remplies par les réseaux classiques et standards. Il y a eu par ailleurs aussi, on entend parler de l'Internet des objets. C'est quelque chose qu'on fait aujourd'hui, on fait avec LoRa, on fait avec des capteurs, avec plein des nouvelles technologies, mais c'est vrai aussi qu'on arrive à un besoin d'avoir un réseau qui consolide toutes ces caractéristiques, qui peut être complémentaire et qui peut être contrôlé. Il y a ces besoins aussi des contrôles par les utilisateurs finaux, dans ces cas, le monde de l'entreprise, les secteurs publics. Il y a les besoins, il y a par ailleurs la disponibilité des fréquences, la disponibilité d'un service aussi par les opérateurs éventuellement, et côté infrastructure, le développement aussi des solutions adaptées, côté cœur de réseau. Nous avons aujourd'hui des cœurs de réseau qui supportent des millions et des millions d'abonnés. Il est clair que pour une entreprise, on n'a pas besoin de quelque chose ni d'aussi grand, ni cher, ni sophistiqué. C'est quelque chose qui doit être adapté pour le monde de l'entreprise, plus petit en taille, facile d'opération, puisque on n'est plus dans un monde où les opérateurs télécoms sont des grands experts. Nous devons faire quelque chose qui soit utilisable, opérable par l'entreprise. Ce sont les choses sur lesquelles on travaille. C'est des réseaux plus petits, opérables par des non-experts en télécom.
et qui soit adapté aussi pour les besoins du monde de l'entreprise, c'est-à-dire la sécurité, la gestion de la qualité des services, une très forte disponibilité et aussi des fonctionnalités très spécifiques. On verra, je raconterai un peu par la suite, mais dans le monde de l'entreprise, il est souvent nécessaire de remonter beaucoup des données. Cela peut être des vidéos de surveillance ou autre. C'est des débits montants qui est plutôt l'inverse qui se fait en général dans le monde consommateur où l'on fait des downloads d'images, des vidéos. Donc beaucoup d'uploads, ce sont des choses auxquelles on tient compte dans les développements des solutions pour le monde de l'entreprise. Un deuxième facteur, c'est le développement des terminaux. Nous travaillons avec plus de 18 fournisseurs de terminaux, alors les classiques, mais aussi des terminaux industriels, terminaux Caterpillar, etc. C'est important parce que la technologie 4G, elle est mature, elle bénéficie aussi d'un écosystème qui est très riche. Alors riche en terminaux durcis, mais aussi avec des cartes SIM qui peuvent être utilisées pour plein de devices auxquels on ne pensait pas, qui sont utilisés dans le monde de l'entreprise. Nous avons des routeurs durcis qui vont être connectés en 4G. Donc, c'est un écosystème qui est aujourd'hui riche, développé, qui marche et qui bénéficie d'une technologie qui est aujourd'hui très, très développée avec des économies d'échelle qui sont importantes. Et il y a également simplement dans les cas d'usage très classiques, quand on a aujourd'hui des techniciens ou des employés des multiples entreprises qui se baladent avec énormément de devices parce qu'il y en a un qui est personnel, l'autre qui est la tablette de l'entreprise et un autre téléphone qui est lui durci pour faire les communications de groupe. On va essayer de consolider tous ces besoins et avoir aussi non seulement un réseau qui est consolidé, mais aussi un contrôle de comment sont utilisées, optimisées toutes ces applications. Les modèles de déploiement, c'est important parce qu'il y a, je pense, toute une panoplie, il y a des options. Certains de nos clients veulent avoir un contrôle de leur réseau, pouvoir l'opérer, travailler avec un intégrateur, travailler directement, mais il y a aussi d'autres opérateurs qui veulent plutôt une solution qui est managée, opérée, travailler avec des services, des opérateurs. Donc, toutes ces options aujourd'hui commencent à se développer. Nokia, nous adressons ces différents besoins et je suis intimement persuadée que nous avons tout intérêt aussi à travailler dans un écosystème avec des grands intégrateurs et des connaisseurs de métiers. Aujourd'hui, la demande pour les réseaux professionnels vient du secteur du transport, de l'énergie, les usines, les secteurs de la production. Il y a des besoins très spécifiques. Nous avons des équipes pour comprendre, appréhender les besoins des clients finaux. Et il y a aussi des grosses entreprises en France qui connaissent bien ces métiers avec lesquels nous collaborons afin de pouvoir adresser au mieux ces spécificités métiers. Alors, je mentionne aussi, au-delà des terminaux un peu classiques, il y a quelque chose qui est aujourd'hui les usages qui sont un peu plus sophistiqués et avec des sociétés avec qui on travaille, comme Omron, qui fait des robots mobiles qui vont être contrôlés à distance. C'est vraiment un des cas d'usage assez classiques qui ne peut pas être rempli tout à fait avec le Wi-Fi, qui ne fournit pas des mobilités, mais ces robots qui bougent dans les usines et qui permettent de fluidifier le travail dans une chaîne de production sont extrêmement utiles et qui se développent. Donc, il y a des sociétés un peu d'autres dans les métiers Saint-Louis qui travaillent sur des opérations dans des mines où le besoin principal, c'est vraiment beaucoup de sécurité, beaucoup de remontées des données, un centre de contrôle qui va pouvoir aussi donner des instructions à distance. Il y a Cochrane, par exemple, avec qui on travaille plutôt sur des environnements portuaires. Ils ont des grues qui vont aujourd'hui dans les évolutions vers des opérations à distance, non seulement pour les déplacer, mais aussi il y a la vidéosurveillance. Alors la vidéosurveillance, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. On ne peut pas envisager de connecter avec des câbles, des caméras qui sont en haut des grues.
elles doivent pouvoir bouger et on doit pouvoir aussi utiliser tout un tas d'informations remontées par ces vidéos, les remonter en centre des contrôles, les analyser et fournir des informations. Et là, on voit un monde qui s'ouvre, l'intelligence artificielle, etc., qui permet de vraiment, véritablement améliorer les activités de toutes ces industries. Je voulais revenir sur la France, donner juste 2 exemples avant de laisser la parole pour les cas concrets des retours sur Boine. Mais il y a un cas intéressant en France qui est un projet grande envergure dans le monde du réseau privé. C'est la Société du Grand Paris avec qui on travaille, avec également notre partenaire Engie. C'est un des premiers réseaux pour des métros. La Société du Grand Paris va travailler sur la ligne 15, 16, 17, puis d'autres qui suivront, des lignes automatiques. Et alors, c'est un grand projet qui utilise les bandes de fréquences qui mentionnait tout à l'heure Florence, la bande de 700 MHz, la bande de 2.6. Et l'objectif est vraiment d'avoir un métro très moderne. Ce sera, en termes de télécommunications, on a les plus modernes qu'on verra, avec non seulement des communications voix entre les employés, avec des services aussi des polices qui vont pouvoir faire partie de toutes ces communautés. D'ailleurs, on travaille avec Extremewide sur ces projets, mais l'idée derrière, c'est au-delà de la voix, faire des communications data, pouvoir surveiller l'intérieur des chaînes des métros, ce qui est quelque chose qui est en mobilité avec des débits importants. Et finalement, ajouter toutes ces possibilités qui sont aujourd'hui avec la LTE 4.9G aux besoins d'une industrie pour améliorer l'efficacité, améliorer la sécurité dans les lignes, etc. Alors, c'est un projet très important parce qu'il y a 200 km de lignes, il y a 60 quelques stations de métro et nous allons déployer 500 sites radio. Donc, c'est extrêmement important pour des besoins vraiment entreprises et pour un réseau métro qui sera très moderne en termes de télécommunications. Il y a d'autres cas avec des partenaires opérateurs complètement différents et c'est ça aussi quelque chose sur lequel j'aime insister, c'est que les besoins, l'intérêt des réseaux professionnels mobiles sont très très variés. Pour citer un autre exemple, il y a Schneider Electric qui travaille aussi avec Orange, qui couvre des usines. Alors, des usines intelligentes avec des espaces très, très grands, 2000 km². Et pareil, ils vont utiliser des robots qui vont bouger, faire des visites des sites à distance. Et c'est quand même à l'avenir, réfléchissent à comment utiliser ces technologies pour améliorer leur production, la productivité et l'efficacité dans leur site. Aujourd'hui, en France, on travaille essentiellement dans les réseaux privés sur la 4G. Nous avons identifié, à notre sens, il y a probablement 85% des cas qu'on voit, des cas d'usage qu'on voit aujourd'hui, qui sont supportables avec cette technologie. Il y a la demande de la 5G viendra pour des besoins à latence vraiment très très faible. Et une disponibilité, alors on voit un 5G, vous avez entendu parler des l'URLLC, des Massive IoT, alors ce sont des choses qu'on voit arriver. Aujourd'hui, un écosystème qui n'est pas complètement mature, en tout cas pas pour l'entreprise, et ces cas d'usage avec très faible latence viendront avec le temps et avec l'Internet des objets, mais qui ne sont pas encore aujourd'hui ce qui fait, on peut faire encore aujourd'hui beaucoup de choses en 4G, avant d'optimiser au maximum la 5G et tous les bénéfices qu'elle va apporter. Donc, on estime qu'il y a assez peu de cas encore, en tout cas aujourd'hui, développés, avec un écosystème développé qui ne puisse pas être déjà abordé avec la 4G. Et puis, pour finir, un peu un environnement plus global, je disais, la France était en avance, en loin du spectre pour le monde de l'entreprise. Il y en a d'autres qui ont d'autres exemples en Europe. On voit au Royaume-Uni des spectres entre 842
qui est extrêmement demandé. Il y a beaucoup aujourd'hui d'intérêt pour ces bandes dans le monde des grandes entreprises. Le cas de l'Allemagne, beaucoup de lobbying de l'industrie automobile, de l'industrie de la manufacture, des usines de production. Mais il y en a d'autres aussi, avec des cas un peu différents. Il y a des reliquats, des bandes 3.5 qui sont utilisées par des opérateurs B2B. C'est le cas en Belgique. On voit aussi en Espagne, il y a des licences régionales qui sont aujourd'hui utilisées avec un but aussi plutôt entreprise. Nous travaillons aujourd'hui avec plus de 220 réseaux privés de toutes sortes et dans tous les segments. Donc, il y en a dans les secteurs publics, il y a évidemment des réseaux d'évolution des trains et il y a aussi des plus petits réseaux d'entreprises. Donc, les tailles sont très, très variées. Les modèles sont aussi très différents. Parfois, c'est des modèles où l'entreprise a accès direct au spectre. Et aussi, on travaille avec des intégrateurs, avec des opérateurs en fonction des besoins des clients, selon les modèles disponibles. Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'assez flexible. Les principaux domaines qu'on voit aujourd'hui, transport, énergie, logistique, production et la sécurité publique. Et puis enfin, je mentionne quelques exemples sur la droite, un peu différents de ce qu'on a mentionné. Pour un exemple qui serait intéressant pour les collectivités locales, en Autriche, il y a eu un cas aussi assez particulier. Il y a des licences régionales qui ont été octroyées dans la bande de 3.5 GHz, plutôt 5G. Il y a la ville de Grasse. Citycom Grasse est un opérateur en B2B. Ils font un réseau qui est pour la ville afin de développer des usages. Alors, ça peut aller du smart parking et d'autres. Donc, ils ont aussi également une plateforme d'IoT pour développer des usages. Il y a aussi de la connectivité, il y a aussi des services aux entreprises. Donc, c'est un exemple un peu différent de ce qu'on voit par ailleurs, mais qui est aussi quelque chose qui est en potentiel. C'est comment faire ces changements de paradigme, c'est avoir des réseaux qui peuvent couvrir différentes applications et aussi se fournir un service par un tiers de confiance vers des entreprises, vers des usages de la ville, afin d'améliorer la qualité de vie aussi des personnes, des citoyens. D'autres cas plutôt entreprises, je mentionnerai Lufthansa, qui est plutôt la production des avions avec qui on travaille et qui eux, ont une partie de leur travail et c'est vraiment la réparation des avions. Il est très utile de pouvoir avoir une très bonne couverture afin de remonter des images vidéo, de guider les techniciens dans leur démarche sans avoir, en particulier dans cette période des pandémies où il est devenu très, très évident que les besoins des communications sont importants, y compris dans des cas de crise. Toyota, un cas aussi plutôt dans le monde de l'automobile, comment améliorer les chaînes de production pour des voitures. Alors, ils ont tout un tas des développements, des recherches afin d'utiliser ces technologies, comment intégrer l'IoT afin d'améliorer leur processus. Et enfin, c'est le mouvement vers l'industrie 4.0 qui démarre avec une très bonne connectivité, beaucoup des cas d'usage et beaucoup de partenaires qui développent aussi tout un écosystème des IoT industriels sécurisés. On parle aussi de PLC, des petits ordinateurs industriels qui vont pouvoir être connectés. On va pouvoir avoir des capteurs qui remontent des informations et donner des actions afin d'avoir des machines et pas uniquement des humains qui pourront agir dans les chaînes de production. Alors, pour finir, un marché qui est mûr en termes de technologie, qui grandit en termes des cas d'usage et d'applicatifs, avec des terminaux existants, avec des premiers besoins qui sont aujourd'hui assez rapides puisqu'ils viennent du monde consommateur, mais c'est les appels voix, vidéo, la transmission de la data, mais avec un potentiel énorme, que ce soit pour les villes, pour le transport, pour l'énergie et pour les usines du futur. Merci. Je laisse la parole. Bonjour à tous.
Donc, je suis Grégoire Delacroix, je travaille chez Hub1 sur les sujets des réseaux mobiles professionnels. Et donc, je suis ravi, et je remercie d'ailleurs Tactis pour ça, de pouvoir vous présenter un premier retour d'expérience sur les cas d'usage que l'on met en place sur les aéroports et montrer aussi comment est-ce que ces cas d'usage sont aussi du coup étendables, je ne sais pas si c'est bien français, mais en tout cas extensibles sur d'autres secteurs que l'aéroportuaire. Donc, en quelques mots, Hub1, qui on est, pour rappel. Donc, effectivement, on est un opérateur de technologie digitale spécialisé pour le monde de l'entreprise et pour les organisations publiques. On appartient au groupe ADP, on est filiale à 100%. Et c'est d'ailleurs la genèse de notre histoire, puisqu'on a une vingtaine d'années d'expérience. Et ça fait depuis tout ce temps-là qu'on fait les télécoms dans le secteur aéroportuaire, mais beaucoup plus largement maintenant dans tous les univers contraints, tous les secteurs qui ont des univers contraints du type secteur industriel, mais aussi les collectivités locales, où on a des problématiques de couverture indoor et outdoor conjuguées dans des secteurs assez métalliques et qui donc demandent une expertise bien spécifique. On couvre des sujets qui ont trait à la connectivité. On fait aussi des solutions de métier, notamment dans la partie transport et logistique. On fait de l'Internet des objets industriels. Et puis, on développe aussi une expertise autour de la cybersécurité depuis quelques années. Voilà. Donc, rapidement, 155 millions de chiffres d'affaires, 500 collaborateurs, répartis dans une dizaine d'agences en France, et on a plus de 5000 entreprises clientes. Et il se trouve que depuis le début de cette année 2020, on est le premier opérateur de réseau mobile privé à avoir eu des fréquences de 2,6 GHz et pour lesquelles, du coup, on peut développer toute une gamme de services, notamment dans le secteur de l'aéroport. Et donc, du coup, c'est la petite vidéo que je vais vous montrer maintenant qui va illustrer ça. Et puis, je reprends la parole juste après pour détailler un peu plus tous ces cas d'usage. L'avenir de l'aéroport passe par sa digitalisation. L'amélioration des process métiers aéroportuaires requiert performance, régularité, sécurité et maîtrise des coûts. Hub1, filiale d'Aéroports de Paris, innove et investit en déployant un réseau mobile privé 4G, 5G ultra résilient, dédié aux professionnels des aéroports pour répondre à tous les besoins critiques, couverture et continuité de service, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des bâtiments. Échange d'informations sur un terminal unique. Besoin de très haut niveau de disponibilité et de sécurité. L'offre Hub1 Airport Mobile est dédiée à toutes vos applications métiers afin de fluidifier vos processus, simplifier les opérations de maintenance, améliorer la sécurité des biens et des personnes, optimiser la coordination des équipes. Une gamme complète de terminaux et accessoires robustes et innovants avec tous les services de gestion et d'entretien. Hub1, vos défis sont nos innovations. Voilà, donc ce projet qu'on a mis en place depuis, qu'on est en train de mettre en place et qui va être lancé commercialement dans quelques semaines, se situe dans un cadre plus large du Smart Airport. Alors, le Smart Airport, c'est vraiment l'évolution digitale des aéroports qui va devenir de plus en plus critique. Vous connaissez les problématiques de l'aéroportuaire et du secteur aérien plus généralement dans un cadre de crise Covid. Le Smart Airport va permettre du coup d'automatiser et de fluidifier beaucoup plus les process et donc du coup de faire des économies dans un moment où c'est évidemment très critique de pouvoir améliorer la productivité de l'infrastructure que l'on gère et de l'ensemble de nos équipements. Donc, pourquoi est-ce qu'on a mis en place ce réseau 4G privé au sein des aéroports? Parce que d'abord, il y avait des limites technologiques, on en a parlé déjà tout à l'heure, sur des réseaux qui sont beaucoup plus anciens, du type Tetra, DECT. Typiquement, Boine opère le plus grand réseau DECT de France en couvrant l'ensemble des aéroports en indoor, mais voilà, qui permettent évidemment que de faire que de la voix. Il y a aussi beaucoup de réseaux Wi-Fi dans les aéroports, donc qui ont amené beaucoup de data. Simplement, les réseaux Wi-Fi ne sont pas forcément adaptés
dans des milieux métalliques ou même en outdoor, où typiquement, voilà, sur un process d'avitaillement, un côté de l'avion va être bien couvert en Wi-Fi, mais dès qu'on va passer de l'autre côté ou qu'on va aller à l'intérieur de l'avion, on va avoir beaucoup plus de difficultés à avoir de la bande passante. On a aussi évoqué tout à l'heure le sujet de la convergence des usages autour d'un seul terminal. Aujourd'hui, quand vous vous baladez dans l'aéroport, vous pouvez voir pas mal de Robocop, comme on les appelle en interne, c'est-à-dire voilà, des gens qui ont à la fois un talkie-walkie, une tablette, un DECT parfois, leur mobile pro et leur mobile perso. Ça fait beaucoup de devices pour beaucoup d'usages, mais du coup qui ne sont pas forcément interopérables entre eux et qui sont assez complexes et lourds à gérer au quotidien. Et puis le troisième point, qui est un point important justement pour matérialiser ce Smart Airport, c'est vraiment l'essor de la donnée qui permet vraiment de valoriser ce réseau. Pourquoi? Parce que en récupérant de la donnée de différents prestataires, de différents intervenants et en la mettant en commun au niveau du gestionnaire de l'aéroport, on va pouvoir apporter beaucoup plus de valeur justement à ces process et apporter beaucoup plus de précision pour la gestion des départs ou des arrivées des vols. Et donc, du coup, bien sûr, gagner en efficacité opérationnelle. Donc, les principaux points, avant tout, c'est le bénéfice que la 4G Pro va apporter à l'aéroport, c'est évidemment la couverture totale en outdoor et en indoor. Pour vous donner un ordre de grandeur, Roissy, que vous connaissez tous, c'est en termes de surface, c'est 32 km², ça représente un tiers de la surface de Paris. Et donc, évidemment, aller faire un tiers de cette surface dans des technologies du type Wi-Fi, ce n'est pas possible. Ça apporte aussi évidemment de la fiabilité. On a besoin pour des usages critiques, notamment les usages liés à la sûreté ou à la sécurité aéroportuaire, il est vraiment nécessaire d'apporter une fiabilité à 99,9% du temps et une garantie de temps de rétablissement lorsqu'il y a des problèmes techniques. Et ça, on peut le faire du coup en moins de 4 heures. Et puis, ça apporte évidemment tout l'aspect mobilité, puisqu'il y a les personnes à connecter, il y a aussi des objets, les véhicules qui bougent d'une zone à l'autre de l'aéroport et qui ont besoin de ne pas avoir aucune interruption de service pendant leur tournée. Et puis, effectivement, on l'a dit aussi tout à l'heure, c'est un réseau 4G professionnel, mais qui est évolutif 5G au fur et à mesure de l'évolution de l'écosystème. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la fois le cœur de réseau et les équipements radio sont upgradables de façon purement logicielle en 5G lorsque le besoin s'en fera sortir et lorsque, du coup, les usages seront mûrs sur cette technologie. Donc là, je vais vous balayer quelques exemples de cas d'usage qui regroupent vraiment l'ensemble des métiers qu'on peut trouver dans les aéroports de façon générale. Il faut être conscient que entre Orly et Roissy, il y a 120 000 personnes chaque jour qui travaillent. Donc c'est vraiment une mini-ville, ça peut vraiment se rapprocher d'un cas d'usage du type Smart City. Et ces différents métiers qui existent, c'est des métiers qui peuvent être autour de l'avion, donc tout ce qui est préparation de l'avion, autour de la maintenance des équipements aéroportuaires ou des aéronefs, autour de la coordination aéroportuaire avec les différentes équipes, tours de contrôle, contrôleurs aériens, et puis les métiers plus liés aux passagers évidemment et aux bagages, avec la gestion du flux passager et puis la vente aux passagers dans les aéroports qu'on peut avoir dans les zones de transit. Donc, premier cas d'usage, c'est avant tout le cas d'usage de la mission critique, c'est gérer l'urgence, gérer les incidents dans les meilleurs délais. Et donc, du coup, ça demande évidemment de la communication par toutes les formes, donc de la communication voix, mais aussi de la communication en message, en vidéo et en data. Et donc, c'est ce qui remplace les anciens réseaux de radio mobile professionnels, de PMR, en priorisant l'ensemble des flux de communication par rapport aux autres. Au sein des aéroports, il y a des missions qui sont critiques,
Je pense par exemple aux pompiers, je pense à la sûreté ou à la sécurité, et d'autres qui sont un petit peu moins critiques, qui sont importantes pour gérer le business de l'entreprise, mais qui sont un peu moins critiques. Et donc, du coup, en 4G professionnel, en 4G privé, on a la possibilité de mettre des niveaux de priorité dans les flux et de s'assurer que les flux critiques, quoi qu'il se passe, s'il y a un avion malheureusement qui sort de piste, eh ben, la communication passera dans tous les cas, même si aux alentours, les autres passagers essayent de passer eux-mêmes des communications sur des réseaux grand public qui sont complètement séparés. Et puis, cette PMR, il faut aussi pouvoir gérer l'accompagnement du changement. Il faut accompagner la migration. Et donc, c'est aussi important d'avoir la possibilité de rendre interopérable l'ancien monde, le monde du Tetra ou le monde de la DMR potentiellement, avec le nouveau monde qui est le monde de la 4G privée, et faire en sorte que des groupes d'appels mixtes peuvent exister, parce que tout le monde ne va pas migrer à la même vitesse. On a plus de 4000 terminaux Tetra aujourd'hui qui sont déployés sur l'aéroport. Donc, ça va mettre plusieurs mois, même potentiellement 1 ou 2 ans à migrer. Donc, pendant ce temps-là, il faudra gérer l'existant et faire en sorte que tout ce monde puisse continuer à communiquer. Et donc, ce cas d'usage, il est évidemment valable sur des secteurs hors aéroportuaires, puisque voilà, ça permet de piloter des équipes à distance, de faire de la protection du travailleur isolé, etc. Et ça, là-dessus, Streamwide reviendra un peu plus en détail tout à l'heure. Deuxième cas d'usage, le support aux applications métiers, accompagner la digitalisation des process au sein des aéroports. Et donc là, je vous ai mis l'exemple d'un outil qu'on appelle de jalonnage, qui permet de coordonner l'ensemble des personnes qui préparent, qui font l'avitaillement des aéronefs. C'est ce qu'on appelle les opérations de turnaround ou de toucher avion en français. Et c'est absolument critique dans les process aéroportuaires, puisque concrètement, les compagnies aériennes payent au temps passé lorsque l'avion est sur un point de parking et au moment où les passagers sont débarqués et où on prépare le vol d'après. L'objectif, c'est d'avoir des vols qui puissent redémarrer en 30 ou en 45 minutes en fonction de savoir si c'est du court, moyen ou du long courrier, pour pouvoir optimiser l'utilisation des ressources avions. Et donc, cet exemple d'application métier qui est en train d'être mise en place permet de faire du jalonnage, c'est-à-dire de faire de la coordination des missions entre l'ensemble des acteurs. Il y a plus d'une vingtaine de métiers qui sont autour d'un avion. On a les métiers qui sont liés au bagage, les métiers qui sont liés à la maintenance de l'avion, les métiers qui sont liés à l'embarquement des passagers, bien sûr, la sécurité, le ménage à l'intérieur de l'avion. Et toutes ces informations-là, jusqu'à présent, vous aviez un responsable zone avion qu'on appelle, c'est la personne qui est sur le tarmac en bas et qui avait son petit listing et puis qui cochait lorsque chacun des process était passé. Et cet outil de jalonnage permet de récupérer les flux aéroportuaires et de coordonner les acteurs entre eux pour pouvoir maîtriser exactement l'heure de départ de l'avion et du coup apporter aussi cette information au gestionnaire de l'aéroport pour pouvoir mettre un autre avion beaucoup plus rapidement sur le même point de parking. Et donc évidemment, ce genre d'application métier peut aussi être étendu dans d'autres cas, puisque ça peut permettre aussi dans des cas industriels de gérer les rondes de sécurité au sein des entrepôts. Ça peut permettre d'organiser les processus de maintenance, etc. Un autre exemple, qui est un process assez, pas forcément très connu, même si évidemment tout le monde prend l'avion et tout le monde sait qu'à un moment donné, on met son bagage à un endroit sur le tapis et on va le récupérer à l'aéroport du retour, c'est le process de réconciliation bagage. Depuis plusieurs années, il y a des obligations réglementaires qui font qu'un avion ne peut pas décoller si l'ensemble des passagers qui correspondent à un bagage en soute ne sont pas embarqués dans l'avion. Voilà, c'est des problématiques de sécurité, notamment liées à toute la problématique des attentats récents et qui, du coup, peuvent aboutir à beaucoup de retard parce que si on s'aperçoit que le passager n'est pas dans l'avion, il faut aller chercher le bagage et où aller le chercher le bagage qui correspond à ce passager dans la soute et potentiellement sur des petites lignes, ça veut dire qu'il faut réétaler les bagages sur le tarmac et chacun doit aller faire une reconnaissance de son bagage, donc ça peut entraîner plusieurs heures de retard. Et donc,
il y a un process qui existe de réconciliation bagage qui aujourd'hui est géré en Wi-Fi, mais vous voyez en haut à gauche du slide, vous voyez les trieurs bagages qui sont des environnements extrêmement métalliques. C'est comme des espèces de grands 8 à Disneyland Paris, mais avec des bagages à la place des touristes. Et ce n'est pas facile de pouvoir gérer la connectivité radio partout en Wi-Fi sans avoir aucun problème d'interférence. Et donc, l'objectif, c'est que la 4G privée puisse remplacer le Wi-Fi et assurer du coup la connectivité à la fois pour pouvoir scanner les bagages et faire de la traçabilité pour exactement savoir où est le bagage qui correspond à tel passager, et aussi pour pouvoir gérer aussi la maintenance de tous ces équipements, de trieur bagages notamment. Autre point, c'est les objets connectés. On en parle beaucoup. La 4G privée va permettre aussi de pouvoir avancer et développer la partie data, et notamment la partie vidéo, sur ces objets connectés. Un process aéroportuaire qui existe, c'est, que je vous ai mis ici en exemple, c'est ce qu'on appelle le train-neige. C'est-à-dire c'est les déneigeuses qui vont permettre d'assurer que, alors c'est utilisé que quelques jours par an à Paris, mais je peux vous dire que ces jours-là, ça fait la une des journaux lorsque les aéroports sont complètement bloqués à cause de la neige. Et donc, il y a une batterie de déneigeuses qui doivent rentrer en action en permanence pour pouvoir libérer la piste. Et ces déneigeuses doivent évidemment communiquer entre elles, mais doivent aussi remonter des images vidéo, ce qui est possible à partir du moment où on embarque un routeur durci dans ces déneigeuses et qu'on met une petite caméra sur le toit pour pouvoir donner l'information en temps réel au centre de commandement de ces déneigeuses pour savoir exactement où est-ce qu'on en est et est-ce que la piste est vraiment prête à accueillir des avions en toute sécurité. Et puis le dernier cas d'usage que je voulais aussi vous montrer, c'est la partie maintenance à distance. Grâce à des applications du type push to vidéo, lorsque un agent de maintenance arrive, par exemple, sur un train d'atterrissage, voit qu'il y a un problème, il y a quelque chose un peu spécifique qu'il ne comprend pas et qu'il a besoin de support, il peut montrer directement ce qu'il voit à un centre de maintenance où les experts vont pouvoir le guider pour pouvoir régler son problème. Donc, ça peut être en simple vidéo. Et puis, demain, ça pourrait être aussi fait avec de la réalité augmentée. Ce que vous voyez en haut à droite, avec une tablette et une vidéo, les informations peuvent être directement venir enrichir sa vision et qui puisse être encore mieux guidé par le centre de maintenance qui le pilote à distance. Et donc évidemment là, la faible latence est absolument critique et du coup on peut assurer ce service dans l'ensemble des zones aéroportuaires, même sous les avions, ce qui n'est pas forcément un endroit très facile pour couvrir sur d'autres technologies que des technologies mobiles récentes. Donc voilà, je vous ai présenté ces quelques cas d'usage pour vraiment essayer de vous concrétiser au mieux ce que ça peut apporter, ce que l'on fait dans les aéroports et ce que l'on peut faire aussi dans d'autres cas d'usage, dans d'autres contextes. Et ce qui est important pour l'ensemble de ces opportunités, c'est d'avoir un acteur qui puisse gérer l'ensemble des problématiques, parce qu'il y a beaucoup de sujets à voir pour déployer ce type de technologie. Et il faut avoir cette maîtrise à la fois dans la partie études, donc il faut bien comprendre les besoins fonctionnels et les besoins métiers, donc comprendre les contraintes vraiment environnantes, gérer la partie couverture, sécurité, assurer les démarches pour pouvoir obtenir ces fréquences auprès de l'ARCEP. Le process est rodé, mais il reste quand même assez lourd. Donc, il faut pouvoir accompagner cela jusqu'au bout et assurer la concrétisation de ces fréquences. Ensuite, il y a toute la partie ingénierie, conception, évidemment, de ces réseaux. Et puis, le déploiement de ces technologies, à la fois sur la partie radio et cœur de réseau. Et puis, l'intégration à vos services existants qui peuvent être déjà bien spécifiques et développés dans certains aspects. Et enfin, il ne faut pas oublier les terminaux. Les terminaux, c'est vraiment une partie critique parce que, évidemment, il y a la partie terminal durci potentiellement, il y a l'accessoire et puis il y a la gestion de flotte qui est une vraie problématique
puisque les terminaux vont être beaucoup plus diversifiés que jusqu'à présent avec du simple talkie-walkie. Et donc, du coup, cette gestion de flotte doit être gérée par un expert, en plus évidemment de toute la partie exploitation, maintien en condition opérationnelle du réseau. Voilà, donc j'en ai fini. Je vais passer la parole à Pascal pour vous donner plus d'informations et plus d'exemples de cas d'usage sur des missions critiques. Merci Grégoire. Donc, après Isabelle et Grégoire, vous avez pu voir qu'on pouvait développer des réseaux LTE privés qui pouvaient aussi fonctionner avec des réseaux publics en complément des réseaux publics. Ils sont sécurisés, ils sont professionnels, ils coûtent assez cher et c'est normal, hein, c'est de la qualité. Mais si derrière, vous utilisez des applications qui ne sont pas professionnelles, pas sécurisées, pas fiables, vous avez perdu votre argent. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est vous expliquer comment ne pas perdre votre argent et vous assurer qu'au-delà des infrastructures, vous avez aussi des applications qui sont performantes et qui sont adaptées au type d'investissement que vous avez fait dans vos infrastructures. Alors, la première chose qui est importante, c'est qu'il faut garder le contrôle de vos activités en temps de crise. C'est entre autres pour ça que vous avez mis en place un réseau LTE privé. Gardez le contrôle, quoi qu'il arrive. Donc, garder le contrôle, si vous êtes une collectivité, c'est garder le contrôle de votre empreinte territoriale. Vous voyez sur le slide un exemple de console de commandement directement disponible sur le PC, disponible aussi sur des tablettes qui peuvent être partagées entre les gens qui sont dans une salle de commandement, mais aussi avec le président du conseil général qui l'a sur sa tablette ou sur son PC. Ça vous permet d'avoir une visibilité sur vos agents, mais aussi éventuellement sur vos délégataires. C'est-à-dire qu'avec votre réseau, vous allez pouvoir coordonner toutes les activités qui ont lieu sur votre empreinte géographique, quels que soient les intervenants. Donc, vous allez améliorer la coordination entre les différents intervenants. Si vous avez, par exemple, un intervenant extérieur qui arrive pour creuser une tranchée et que vous avez par ailleurs le gaz qui n'est pas loin, vous avez vraiment envie de coordonner tout ça. Si en plus vous avez une manifestation, vous avez peut-être envie de coordonner ça aussi avec la police municipale. Donc, toutes ces choses-là peuvent être faites très simplement et de façon efficace avec un système justement de réseau et les applications qui vont bien. Et puis, bien sûr, vous communiquez et vous partagez facilement l'information avec les équipes. J'ai vu qu'il y avait une question sur les push-to-talk. Eh bien, entre autres, vous avez la possibilité de faire du push-to-talk, bien sûr avec les terminaux qui sont sur place entre eux, mais aussi entre la salle de commandement et les agents. Donc, par exemple, là, si la personne qui est devant l'écran que vous voyez avait une souris, elle appuie sur une des petites figurines indiquées là et elle commence tout de suite à parler à cette personne. Donc, faciliter le contrôle. Gardez le contrôle aussi au sein de vos infrastructures sensibles. Ça, c'est tout ce qui est important pour un OIV, par exemple, pour une entreprise privée. Avoir une visibilité sur les employés dispersés sur sites indoor et outdoor. Ce qu'a expliqué très bien Isabelle et Grégoire, c'est que vous avez évidemment la possibilité de dialoguer avec eux en outdoor, mais très souvent, dans les entreprises, dans les usines, vous avez de l'indoor profond. Et là, il est important d'être capable de géolocaliser, y compris en indoor, vos employés pour leur sécurité, mais aussi pour coordonner leurs activités. Vous pouvez centraliser toutes les informations et les communications entre le dispatcher et les opérationnels et maîtriser les situations d'urgence et de crise. Ce qu'on oublie trop souvent, c'est que pourquoi vous avez besoin de réseaux sécurisés et d'applications sécurisées, c'est bien sûr pour aider à fluidifier tout ce qui va bien en temps normal, mais c'est aussi pour être capable de réagir en temps de crise. Et c'est ça qu'on est capable de vous fournir, c'est-à-dire des systèmes fiables qui, dans les pires moments, vont être capables de faire en sorte que vous allez sauver des vies humaines,
vous allez sauver des infrastructures, vous allez être capable de réagir. Donc vraiment, ce à quoi répond entre autres notre application, et notre solution, c'est de garder le contrôle de vos activités, y compris en temps de crise. Deuxième chose, vous avez envie de sécuriser vos agents, vos employés, vos données et vos infrastructures. Donc d'abord, protégez vos employés. Donc le système permet de faire, par exemple, ce qu'on appelle les alertes homme-mort, c'est-à-dire quelqu'un qui tombe déclenche automatiquement une alerte au centre de contrôle, mais aussi à ses équipiers qui sont dans un rayon autour de lui. On peut être capable aussi d'avoir des systèmes qu'on appelle protection du travailleur isolé, c'est un exemple, pour les employés, et c'est une obligation légale, qui sont amenés à exercer des activités en environnement compliqué et isolé. Si vous prenez par exemple le cas de l'aéroport de Paris, je pense que quand un employé va tout seul sous une piste, il est protégé par ce type de système. Automatiser les remontées d'alerte. Donc là, c'est par exemple des remontées d'alerte avec la 5G ou même la 4G et les IoT. Vous pouvez automatiser les remontées d'alerte et les envoyer aux bonnes personnes. Donc sur le terrain et évidemment au centre de contrôle. Vous devez aussi sécuriser vos informations. Donc ça, c'est très important parce que vous avez un réseau sécurisé. Si les informations qui transitent dessus ne sont pas sécurisées, là aussi, vous avez oublié quelque chose. Donc, le premier point, c'est assurer la sécurité et la souveraineté de vos données. Pourquoi je parle de souveraineté? C'est parce que pour beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez peut-être pas le Cloud Act américain, sans parler des systèmes chinois, mais le Cloud Act américain autorise la NSA et tous les organes de renseignement américains, sans avertir les personnes concernées, à obtenir l'accès aux données de toutes les sociétés clientes d'hébergeurs de nationalité américaine, donc par exemple Microsoft, par exemple Google, par exemple Amazon, et sans que vous le sachiez. Donc demain, vous utilisez, même si ces données sont hébergées dans des clouds européens, vous utilisez des clouds d'origine américaine, vous êtes sûr qu'en cas de problème, et sans en référer à la justice, la NSA pourra avoir accès à vos données. C'est écrit dans la loi. Donc en fait, ce que vous voulez faire, c'est vous assurer que vous êtes hébergé dans un cloud souverain, éventuellement un cloud français, ou sur votre propre infrastructure, donc chez vous, pour garantir que des informations sensibles, par exemple des informations commerciales sensibles, si vous êtes une grosse société comme peut l'être Areva ou comme peuvent l'être Thales ou d'autres, vous voulez vous assurer que ces informations sensibles, éventuellement commerciales, ne partent pas en dehors de votre réseau. S'intégrer aussi avec votre SI, très important. Les solutions qui arrivent ne doivent pas remettre en cause, faire un grand soir de l'informatique. Au contraire, elles doivent s'intégrer avec ce qui existe déjà. Si vous avez aujourd'hui des systèmes d'information qui fonctionnent, vous n'avez pas envie de tout remettre en question parce que simplement, vous allez rajouter une autre brique. Donc, il faut qu'il y ait des systèmes qui puissent facilement, à travers des API par exemple, c'est notre cas, s'intégrer à ce qui existe déjà. Personnaliser aussi les fonctions que vous allez utiliser à vos besoins. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez une application existante qui vous convient, mais que par exemple, elle n'a pas de push-to-talk, eh bien, vous utilisez un SDK, c'est le cas de notre solution, vous utilisez un SDK et vous rajoutez avec ce SDK, dans une application existante, la fonctionnalité push-to-talk ou toute autre fonctionnalité permise par notre solution. Donc ça, c'est un exemple de personnalisation d'une application que vous auriez déjà développée. Mais vous pouvez aussi personnaliser l'application elle-même que vous auriez achetée, qui s'appelle Team on Mission, en utilisant ce SDK et en faisant du cherry picking des différentes fonctionnalités qui peuvent vous intéresser. Et vous allez ainsi recréer un environnement pour votre travailleur qui est exactement ce dont il a besoin. C'est par exemple ce qu'on a fait pour la mairie de Paris, pour les gens les jardiniers
et les employés qui travaillent dans les parcs et les cimetières. Donc, ils avaient envie d'avoir quelque chose qui était un peu différent de l'interface utilisateur qu'on offrait. Eh bien, on a utilisé le SDK et on a customisé, entre guillemets, l'interface utilisateur. Et ça, c'est très important. Si on prend l'exemple de l'armée, lorsque un soldat court avec une arme dans les mains et qu'il a des gros gants, il n'a pas du tout besoin d'une expérience utilisateur sophistiquée qui serait celle d'un employé un peu plus sédentaire. Il a besoin de quelque chose de très simple et avec des gros boutons. Donc, il faut impérativement adapter l'environnement aux employés et aux usages. Autre besoin que vous avez, c'est améliorer la performance et la qualité de vie au travail. D'abord, améliorer l'efficacité. Évidemment, quand vous pouvez coordonner vos équipes mieux, vous augmentez leur efficacité. Et en plus, on offre des solutions de workflow. Donc, c'est du Business Process Management Lite, c'est-à-dire la possibilité d'organiser le travail avec des systèmes de process qu'il va falloir que les employés vont suivre et qui vont automatiser un certain nombre de choses et aussi leur rendre la vie plus facile. Ça va aussi permettre de simplifier le reporting. S'il y a bien une chose que beaucoup d'employés ou d'agents détestent, c'est tout ce qui est reporting. Là, on automatise tout cet aspect-là. Et puis, bien sûr, être capable d'interfacer l'IoT. C'est-à-dire, l'IoT, c'est très bien, mais à un moment, il y a des humains qui interviennent et communiquer en temps réel l'information issue des IoT aux humains, c'est exactement ce qu'on fait. Donc, pour vous donner un exemple, une société à Hong Kong qui est le numéro 1 de l'exploitation des parkings de Hong Kong utilise notre système pour, lorsque une fuite d'eau est détectée ou lorsqu'une porte est mal fermée, un IoT se déclenche, ça va automatiquement informer l'agent sur son terminal et ça lui dit « va à tel endroit et voilà ce que tu as à faire » et il suit la procédure qui est indiquée. Améliorer la qualité de vie de vos employés au travail, d'abord parce que vous valorisez vos employés ou vos agents en leur donnant des outils modernes. Ensuite, parce que vous automatisez leurs tâches répétitives, les trucs qui les ennuient, ils vont le faire beaucoup plus facilement et de façon automatique. Et enfin, parce que vous renforcez la cohésion de vos équipes. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu sur le terrain que ce type d'outil renforçait la cohésion. Et c'est d'autant plus utile que les équipes, notamment en ce moment avec le Covid, sont éventuellement disséminées. Et ça m'amène au dernier point, c'est que de plus en plus, vous avez besoin de faire disparaître les obstacles à la communication et en même temps, vous avez tous envie de réduire vos budgets. Déjà, premier point, le Covid, il faut collaborer à distance. Et donc là, vous êtes capable de faciliter la continuité de la collaboration entre vos équipes et vos prestataires, toujours de façon sécurisée. C'est-à-dire qu'on offre, par exemple, de la vidéoconférence, de la conférence, du tableau blanc partagé et du partage d'écran. Donc tout ça, tous ces éléments qui permettent de recréer un environnement de travail, y compris l'aspect réunion, mais à distance, arrivent, et en plus, ils arrivent gratuitement avec la solution. C'est-à-dire, on ne vous fait pas payer quelque chose de plus pour permettre à vos employés de collaborer à distance. Et la différence, la petite différence, mais qui n'est pas anodine, entre le Zoom qu'on est en train d'utiliser aujourd'hui et ce système, c'est qu'il est entièrement sécurisé. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous envoyez une URL à quelqu'un qui va pouvoir se joindre à cette conférence. Et l'administrateur qui gère le système est le seul qui puisse autoriser telle ou telle personne à rentrer dans cette vidéoconférence. Donc là aussi, toujours l'idée des réseaux sécurisés et professionnels. Et enfin, dernier point, c'est qu'aujourd'hui, et Grégoire en a un peu parlé, vous avez pas mal de téléphones. Vous avez des téléphones fixes, vous avez des téléphones DECT, vous avez des téléphones mobiles. Ce qu'on vous propose, c'est toujours avec le même système et sans surcoût, c'est de virtualiser vos téléphones fixes, c'est-à-dire de remplacer vos réseaux DECT par vos téléphones mobiles qui vont avoir exactement les mêmes fonctionnalités, qui vont pouvoir recevoir des appels qui arrivent via un PABX et qui vont en plus avoir des solutions beaucoup plus riches.
Et donc là, vous allez économiser tout ce qui concerne votre téléphonie fixe et votre DECT en concentrant tous ces éléments dans un seul téléphone qui aura par ailleurs beaucoup plus d'efficacité, puisqu'il aura aussi les fonctionnalités dont j'ai parlé avant et qui sont utiles sur le terrain, mais que vous avez aussi maintenant envie d'avoir à votre bureau. Voilà. Je vais vous donner quelques exemples de déploiements qui sont déjà opérationnels. Le premier, c'est Enedis. Donc Enedis, lorsqu'il y a une tempête et qu'il y a besoin de rétablir en période de crise l'électricité sur le territoire, coordonne ses équipes avec nos systèmes. La Société du Grand Paris, on en a parlé tout à l'heure, Isabelle en a parlé, elle va utiliser aussi pour ces nouvelles lignes de métro automatique le système Team on Mission. Là aussi, même besoin, communication, dispatcher, coordonner toutes les équipes. Et ça, c'est vraiment la fonction fondamentale du réseau et de l'application qui va tourner dessus. La ville de Kigali, donc ça c'est en Afrique, une ville qui est un peu le fer de lance en Afrique de tout ce qui est Smart City. Donc eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ils veulent mettre en place une application citoyenne, donc typiquement les applications qu'on connaît ici aussi, et qui permettent aux citoyens de relever des problèmes, un trou dans la chaussée, un lampadaire qui ne marche pas, et de remonter cette information. Seulement, si on s'arrête là, et que derrière, il y a des traitements manuels de toute cette information et il n'y a pas de coordination, ben en fait, non seulement on n'a pas répondu au problème du citoyen, mais en plus, on va l'énerver parce que ça ne va pas marcher tout de suite. Et donc, il s'est donné la peine de signaler un problème qui va mettre énormément de temps à être résolu parce que simplement, il n'y a pas dans les équipes internes de la ville ou de la collectivité la continuité digitale entre la remontée d'informations et le traitement de l'information. Et c'est ça qu'on offre à la ville de Kigali, c'est-à-dire après la remontée digitale du citoyen vers la ville, le traitement digital par la ville du problème relevé par le citoyen et évidemment l'information, la rétro-information du citoyen sur l'avancement du process de traitement du problème qu'il a relevé. Et ça change tout. C'est-à-dire que là, brutalement, vous donnez à votre ville l'efficacité nécessaire, mais de bout en bout, depuis le citoyen jusqu'à l'agent qui va régler le problème. Et puis, dernier point, le ministère de l'Intérieur français qui est assez moteur, on l'a vu là-dessus. Il est moteur parce qu'il a été un des premiers à demander des fréquences LTE, comme l'indiquait Florence. Mais il est moteur aussi parce qu'il a été le premier à faire un appel d'offres qui utilise complètement l'intérêt de la 4G et du LTE pour des communications professionnelles et pour du push-to-talk. Et il l'utilise complètement, allant jusqu'au fait qu'il a décidé de s'appuyer sur les standards internationaux, le 3GPP, les standards internationaux de la mobilité, pour ne plus être dépendant d'un seul fournisseur, comme c'était le cas dans le cas du Tetra. Si vous preniez un Motorola avec du Tetra ou du P25, eh bien, vous deviez prendre des terminaux Motorola, vous deviez prendre des stations Motorola, vous deviez prendre des serveurs Motorola et des logiciels Motorola. Là, avec cette standardisation, c'est exactement la même chose que ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie courante avec la 4G grand public. C'est que ce n'est pas parce que l'opérateur a choisi Nokia ou Ericsson pour son cœur de réseau que vous devez avoir des terminaux Nokia ou Ericsson dans vos mains pour que ça fonctionne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chacun de ces composants dialogue dans des langages standards et qui sont établis définitivement entre eux. Et donc, vous allez être capable, sur cette base-là, de prendre le meilleur de chaque monde, les meilleures applications, les meilleurs réseaux, les meilleures stations, tout ça indépendamment. C'est ce qu'a fait le ministère de l'Intérieur pour PC Storm.
et il a choisi Streamwide pour équiper les forces d'intervention. C'est les premières à être équipées, qui sont le GIGN, le RAID et la BRI. Et déjà, un certain nombre de personnes ont été sauvées parce qu'il y avait une coordination intéressante grâce au système de réseau et aux applications qu'utilisent les forces antiterroristes. Voilà, j'ai terminé. Merci de m'avoir écouté et je passe la parole à Florence. Donc, je reviens pour conclure. Donc, difficile enjeu de terminer en quelques minutes. Je m'engage à stopper, à finaliser donc à 12h35. Donc, merci éventuellement de patienter, de nous écouter 5 minutes supplémentaires par rapport au timing prévu. Donc, une conclusion par rapport à la suite de ces différentes interventions, et bien sur finalement quels sont les facteurs clés pour la mise en œuvre d'un projet de réseau mobile professionnel et donc la réussite de votre transformation numérique, que ce soit au niveau d'une industrie ou au niveau d'une collectivité. Eh bien, Tactis a tout simplement identifié 5 facteurs clés. Et ces facteurs clés, finalement, résultent de la longue expérience de Tactis en lien avec l'aménagement numérique, donc que ce soit réseau IoT, réseau fixe également, ou plus récemment, donc réseau mobile à haut débit. Donc, compte tenu du positionnement fort de Tactis, notamment au niveau des collectivités, eh bien, nous avons pu mettre en évidence donc, les 5 bonnes pratiques pour réussir vos projets. Donc, un premier facteur, eh bien, le premier facteur porte sur la dimension humaine. Réaliser un projet de mise en place d'un réseau mobile, de transformation numérique, ça repose avant tout sur la dimension humaine. Ça nécessite de dialoguer avec les acteurs métiers pour bien comprendre leurs besoins, leurs cas d'usage. Typiquement, HubOne sur les aéroports a impliqué dès le début du projet l'ensemble des collaborateurs métiers pour justement arriver à cadrer et formaliser donc, les cas d'usage et traduire ces cas d'usage en performances techniques. Le deuxième facteur porte sur les compétences et les expertises technologiques qui sont nombreuses, qui sont multiples et donc qui doivent être maîtrisées, qui doivent être mobilisées pour réussir les projets. Des compétences multiples parce qu'il y a une composante connectivité, il y a une composante données, objets connectés. Et il s'agit d'identifier les briques technologiques parfaitement adaptées sur mesure pour démontrer la valeur ajoutée aux utilisateurs et plus largement aux organisations. On l'a vu, il existe une multitude de technologies. Il n'y a pas une technologie unique capable de répondre à l'ensemble des cas d'usage métier. Il s'agit bien de faire de l'épicerie fine pour identifier la technologie adaptée capable d'adresser au mieux, sans superflu, le besoin métier. Un troisième facteur clé porte sur le fonctionnement dans une certaine mesure en silo des organisations. Au sein d'une collectivité, par exemple, il existe plusieurs dizaines, parfois une centaine de métiers donc, au niveau d'une collectivité. Et donc, il s'agit d'être capable de tout faire pour interconnecter ces différents silos sans vouloir les casser. Ils sont là, on ne part pas de la page blanche. Donc plutôt travailler à l'interconnexion, au dialogue entre ces différents silos avec comme objectif d'identifier un socle de ressources partageables entre les différents acteurs métiers. Et bien, tout cela pour favoriser le dialogue, favoriser le partage d'expériences et capitaliser au mieux sur un socle numérique commun. Un quatrième facteur porte plutôt sur la mise en œuvre.
L'idée étant bien souvent de définir une feuille de route qui soit progressive, un fonctionnement par itération, par expérimentation. On a l'habitude de parler de POC, c'est donc un acronyme anglophone pour Proof of Concept. Voilà, il n'y a pas que dans la Silicon Valley qu'on est capable de faire de l'expérimentation. En France et ailleurs, on a également un terreau fertile pour mener des projets donc par itération. Et Tactis est convaincu qu'un fonctionnement par itération, donc avec une ambition raisonnable, eh bien, constitue un gage pour la réussite des projets. Et ce fonctionnement par itération permet également de construire et d'affiner un modèle économique viable, de démontrer un retour sur investissement, ce qui est essentiel quand il s'agit de mettre en œuvre des réseaux, des infrastructures pour des usages professionnels. Et enfin, le cinquième et le dernier facteur clé que nous avons identifié, eh bien, c'est le partage d'expériences, le partage des bonnes pratiques. Ce type de webinar s'inscrit dans cette volonté de partager l'expérience, de partager toutes les bonnes pratiques. J'en profite également pour mettre en évidence le fait que Tactis a ouvert récemment, c'était en octobre, une base innovation qui permet de capitaliser sur les innovations lancées au niveau des territoires, donc qui tient compte des spécificités des territoires. Elle est accessible donc depuis le site internet de Tactis, donc vous tapez base-innovation-territoriale donc sur le site internet et vous pouvez ainsi avoir accès aux différentes expérimentations et projets lancés, engagés au niveau des territoires. Donc tout cela contribue au partage d'expériences entre toutes les parties prenantes et bien pour mener à bien ces projets numériques. Donc il est 12h35. Je vous remercie beaucoup donc, à vous tous participants pour votre écoute. Je remercie également nos trois intervenants, donc Isabelle, Grégoire et Pascal pour leurs interventions. Je remercie également leurs équipes qui ont contribué à la préparation de ce webinaire. Je remercie également les équipes en interne Tactis et notamment en charge de la communication pour l'organisation de ce premier webinaire pour Tactis. Et un grand merci également pour nos intervenants parce qu'ils ont finalement répondu en direct aux différentes questions que nous avons pu collecter de la part des participants. Donc, je reste, les équipes de Tactis restent bien entendu à votre écoute pour répondre aux questions que vous pourriez avoir à l'issue de ce webinaire et continuer à vous accompagner dans le cadre de la mise en œuvre de vos projets. Et je vous dis donc à bientôt. Très bon après-midi. Au revoir. Grégoire, tu as répondu aux questions ?